Bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette troisième conférence du Collège Saint-Germain, toujours accueillie à la paroisse Saint-Georges de la Villette. Je remercie une nouvelle fois le Père Sampré de nous accueillir. Voilà, et donc nous poursuivons notre investigation de cette question du bien commun et du service de la cité, selon le titre que j'ai donné à cette série de conférences. Et pour aujourd'hui, on va aborder ce que j'ai intitulé l'ordre impossible ou les fausses réponses. Alors la fois dernière, nous avons vu, je me suis efforcé de caractériser, dans une première conférence déjà, pas la fois dernière, mais la fois d'avant, la crise morale et politique que traverse notre pays et l'Europe d'une manière générale. Une chose au moins est certaine, l'actualité ne me dément pas. Après avoir avancé la thèse que cette crise procède d'un défaut de politique, j'ai rappelé dans la seconde quel est le principe de l'ordre politique tel qu'il est établi dans la tradition aristotélicienne, à savoir ce qu'on nomme le bien commun, pour montrer comment il est nié par ce qu'il est convenu encore d'appeler l'individualisme. Cette doctrine, qui est au principe de la conception moderne de la société, ne conçoit comme naturel dans les affaires humaines que l'individu, et elle ne peut donc concevoir de bien qu'individuel, ce qui, ipso facto, entraîne la négation du bien lui-même. Un bien strictement individuel est en effet contradictoire, car le bien n'a de sens que comme accomplissement des virtualités de l'être. Or, il est absurde de postuler un accomplissement de l'homme indépendamment du monde dans lequel il évolue, sauf à le concevoir tel un Dieu parfaitement indépendant, à la manière d'Épicure. Mais cela même supposerait que nous soyons à tout moment tout ce que nous pouvons être, ce que démontre l'expérience la plus élémentaire de notre condition temporelle, sans même parler de tout ce que nous devons aux autres pour être ce que nous sommes. Il ne resterait alors plus qu'à voir notre bien comme cette indépendance même et le mouvement qui y conduit. Traduisant en termes clairs, notre bien, ce serait le refus même de l'ordre, de tout ordre, et donc de l'ordre politique. On rejoint aussitôt le nihilisme, sur lequel nous terminions la fois dernière, qui n'a de sens que comme refus de tout bien déterminé. Le nihilisme dépasse la seule question politique, mais inclut, et de manière éminente, si vraiment la politique est, après la vie contemplative, l'activité la plus noble de l'homme et l'expression de la plus haute charité, comme l'affirme saint Thomas d'Aquin. Au fond, on peut dire que le nihilisme est la négation de la civilisation même, entendue au double sens de l'action de civiliser, soit de rendre vertueux, de rendre humain, et de l'état social qui est le résultat de cette action. Si je puis me permettre ce néologisme peu élégant, le nihilisme, c'est la décivilisation, le détricotage progressif des mœurs et du savoir, du goût pour le vrai, le bien réel et le beau. On comprend alors aussitôt que le nihilisme ne peut être que de l'ordre d'une tendance par définition jamais achevée. Sa traduction sociale est l'anarchie, qui elle-même ne peut être qu'une tendance à jamais inachevée. Elle prend donc naturellement la figure d'une destruction en cours, sous différentes formes, violences sociales diverses, subversion, totalitarisme dans le cas le plus extrême, mais qui est destructeur aussi de l'ordre social, etc. Ceci pour deux raisons, parce qu'une anarchie en acte est impossible et parce qu'il faut bien vivre et que les formes sociales et politiques vont s'opposer à l'anarchie. Dit en termes simples, vivre suppose un compromis, de passer un compromis avec le réel. Dès lors que la pensée politique qui accepte une telle position du problème a été mise en place, c'est-à-dire pour l'essentiel à partir de la Révolution française qui incarne en effet la pensée moderne, ce compromis a pris la forme théorique et pratique d'une dialectique entre la liberté et l'autorité. C'est un axe structurant de la pensée à partir du XIXe siècle que l'on retrouve chez la plupart des auteurs analystes de la politique, quelle que soit la manière dont soit conçue cette dialectique.
Et par dialectique, j'entends une structure duale fondée sur l'opposition contradictoire de termes à la fois inconciliables et indépassables, et qui est censée constituer le moteur de l'histoire des sociétés. C'est ainsi que, par exemple, s'exprime François Guizot en 1855. François Guizot est connu pour être l'un des principaux ministres de Louis-Philippe, mais qui avant ça, et de façon plus importante encore sans doute, a été l'un des principaux historiens libéraux du XIXe siècle, l'un des principaux historiens français de l'époque. François Guizot, en 1855, dans son Histoire de la civilisation en Europe, s'exprime ainsi: deux grandes forces et deux grands droits, l'autorité et la liberté, coexistent et se combattent mutuellement au sein des sociétés humaines. C'est le glorieux et originel caractère de la civilisation européenne, depuis qu'elle s'est développée sous l'influence évidente ou obscure, acceptée ou méconnue de l'Évangile, que l'autorité et la liberté y ont vécu et grandi ensemble, côte à côte, luttant toujours sans jamais se réduire mutuellement à l'impuissance, sujettes l'une et l'autre à des oscillations, à des retours de fortune qui ont fait, à travers une longue série de siècles, la destinée des gouvernements et des peuples. Cette dialectique, c'est la dialectique de l'ordre et du progrès, selon la formulation positiviste. Et on peut se rappeler la devise du Brésil, ordre et progrès. C'est aussi bien celle du progrès de la société et du progrès de l'individu, par conséquent sa liberté. C'est même Guizot qui y voit le moteur de toute civilisation, entre liberté et autorité. On retrouve cette dialectique jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, le progrès prenant alors le plus souvent la forme de l'augmentation du bien-être matériel. Matérialisme de la société de consommation oblige en quelque sorte. C'est ainsi que De Gaulle peut s'exprimer en 1965, lorsqu'il compare la France à la ménagère qui veut le progrès, mais pas la pagaille. Le progrès, c'est alors l'aspirateur, le frigidaire, la machine à laver, l'automobile. Et l'ordre, c'est l'ordre bourgeois, le mari qui n'est pas volage et les enfants sages. C'est certainement plus vulgaire dans la conception, mais la logique demeure la même. Alors, toute la question politique depuis au moins le début du XIXe siècle revêt la forme de la recherche d'un compromis entre ces deux pôles de la dialectique, dans l'espoir de surmonter l'anarchie, ou à tout le moins de la contenir pour un temps. Car il est un double fait indéniable. Notre problème est connu depuis longtemps, au moins depuis les lendemains de la Révolution, qui a incarné en effet la pensée moderne, et jusqu'à présent, aucune réponse vraiment efficace n'y a été apportée. Le fait qu'on soit encore amené à se poser la question et à en traiter suffit à attester que le problème demeure. Alors cette inefficacité des réponses apportées est sans doute le signe que le problème est mal posé, et comme tel insoluble. Ma thèse dans les faits que la pensée moderne est structurellement incapable de penser un ordre social et politique au sens plein et noble du terme d'ordre. Or, une part essentielle de la tragédie moderne est que la pensée dite contre-révolutionnaire, et même celle de l'Église, n'ont pas su le plus souvent échapper à cette dialectique ruineuse. Vérifier cette double thèse suppose de se confronter à ces fausses solutions de la question politique, afin de bien mener au clair, et de bien être au clair sur les apories qu'il faut de toute façon éviter, conditions nécessaires pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs et pouvoir déterminer de manière adéquate ce qu'il convient de faire. Je le rappelais en commençant, notre sujet c'est le service de la cité. Pouvoir déterminer une manière de la servir suppose au préalable d'être parfaitement au clair, non seulement sur le problème, mais également sur les tentatives avortées, on va dire, de solutions, les tentatives qui ont de fait échoué. De telle sorte que on ne se laisse pas à nouveau piéger et que les choses soient parfaitement déterminées. Alors, bien entendu, il ne serait pas s'agir de passer en revue tous les courants
moderne, mais tous les courants, pardon, les plus significatifs de la pensée de l'époque moderne, qui ne sont pas forcément des courants modernes au sens où nous l'entendons parfois, ils peuvent parfois être précisément contre la pensée moderne, au moins en partie. Il ne s'agit pas de les passer tous en revue, mais au moins les plus significatifs. Et pour commencer, avant d'aborder la pensée contre-révolutionnaire, le premier point, je crois, à bien redire et à bien mettre au clair, ce sont les tentatives de réponse internes à la conception moderne de la politique. C'est donc, dans un premier temps, les réponses des modernes que je vais examiner, les réponses des modernes qui vont mettre en évidence l'aporie inhérente à la conception moderne de la liberté. Je donne comme titre les réponses des modernes, l'impossible liberté. Alors avant même la mise en place concrète de la politique moderne dans le système représentatif sous la Révolution, les penseurs politiques modernes ont en effet perçu de manière aiguë le problème de l'individualisme. Et la pensée politique moderne, qui, bien entendu, est celle qui par excellence accepte la position énoncée du problème politique, se veut en même temps une solution à ce problème. Alors un bref examen de ces penseurs doit permettre de se faire aussi une idée de la difficulté à laquelle ils se sont confrontés et de la vanité, on peut dire, de la réponse interne à la position moderne. Alors de manière très classique, je vais commencer par évoquer une des figures majeures de la pensée moderne, qui est autre que Thomas Hobbes, qui naît en 1588, mort en 1679, publie en 1650 le fameux Léviathan, précédé d'Equiway, du citoyen, quelques années plus tôt, principaux ouvrages de politique de Hobbes, dans lesquels il énonce cette conception qui va déterminer dans une grande mesure les positions successives, c'est-à-dire que les auteurs qui viendront après Hobbes ne pourront pas ignorer la synthèse faite par Hobbes et seront amenés tous plus ou moins, de manière un petit peu diverse, mais tous quand même, à se positionner par rapport à lui. D'où le caractère central de la position de Hobbes, et d'où le fait qu'on ne peut pas le passer sous silence. Bien, alors, les positions de Hobbes sont assez connues, je vais les rappeler de manière brève. Les prémices de son raisonnement, c'est qu'à l'origine, les hommes auraient vécu dans ce qu'il commence à appeler l'état de nature, comprenant par là un état de vie antérieur à l'état social, par conséquent dans lequel les hommes auraient vécu de manière indépendante les uns des autres. Cette indépendance naturelle se traduit aussitôt par une liberté, liberté d'action, de mouvement, liberté comme indépendance, mais qui au-delà est une liberté aussi sur le plan moral. Alors Hobbes a le mérite d'être parfaitement clair. Dans l'état de nature, l'homme a le droit de tout faire, y compris, nous dit, tuer, réduire en esclavage, voler, et choses de ce genre, qui a priori nous apparaissent comme parfaitement scandaleuses, mais qui sont légitimes, on peut dire, si on peut ainsi s'exprimer, en tout cas qui sont libres dans l'état de nature, étant donné que, ainsi que le fait remarquer Hobbes, à l'état de nature, comme il le conçoit, il n'y a pas de justice. Et il ne peut pas y en avoir, puisque la justice suppose la communauté des hommes, et précisément c'est ce qui est ici en question. Pas de communauté, pas de rapport institué entre les hommes, pas de justice, pas du mien et du tien, comme dit Hobbes, pas de division entre la position des choses, pas de répartition, et par conséquent, tout est permis. La première caractéristique de cet homme, c'est donc une liberté absolue, totale, qui n'a de limite en fait que sa capacité d'action. Deuxième caractéristique de cet homme, l'égalité, étant entendu qu'il n'y a pas
de rapport institué entre les hommes, pas de rapport régulier. Il n'y a bien sûr pas de hiérarchie entre eux, pas de hiérarchie, pas de rapport de domination et d'obéissance, de dominant à dominé. Par conséquent, une égalité de ces hommes sur un plan, disons, de droit, sur un plan moral, on peut dire aussi, de droit. Hobbes va un petit peu plus loin, puisqu'il énonce qu'il y a aussi une égalité sur le plan de la conformation des individus, autrement dit que d'un individu à un autre, les variations sont négligeables, sont faibles et négligeables. Les variations, autrement dit, différences de capacité physique comme de capacité intellectuelle. En clair, tous sont à peu près aussi forts, puissants les uns que les autres, et tous sont à peu près aussi intelligents, rusés les uns que les autres. De telle sorte qu'il n'y a pas de différence notoire d'un individu à un autre. Alors, à partir de là, tous sont à l'égalité, tous ont un droit absolu sur tout ce qu'ils peuvent désirer. En cas de conflit, c'est-à-dire dans le cas de figure où deux ou plusieurs voudraient la même chose, eh bien seule la force va les départager. Et comme ils sont dans un rapport d'égalité foncière, eh bien nul n'est jamais assuré de l'emporter toujours. Et tous sont par conséquent sous la menace continuelle, perpétuelle des autres. C'est ce que Hobbes va nommer l'état de guerre, de tous contre tous, qui n'est pas forcément une guerre ouverte, mais qui est au moins la menace qui sans cesse pèse sur chacun du fait de la présence des autres. Dit autrement, l'autre, dans cette conception, est celui qui menace ma liberté. J'ai le droit de tout faire, mais le problème c'est que mon voisin a aussi le droit de tout faire et que nous pouvons bien sûr marcher sur nos plates-bandes respectives. Et par conséquent, l'autre est vu comme a priori celui qui va limiter mon rayon d'action, par conséquent ma liberté, celui qui va, plus radicalement encore, être une menace. Bien. On a donc un état de nature qui est en fait équivalent à un état de violence, un état de guerre. Bien, la solution est connue, la solution, ça va être le fameux pacte social qui suppose l'abandon radical de tout le droit individuel. Alors, Hobbes est un radical, il a le mérite d'être parfaitement clair. Il s'agit pour rentrer dans une démarche de pacification, on va dire, des rapports entre les hommes, et dans le but non pas de développer un amour du prochain, c'est absolument pas ça dont il est question, mais tout simplement de garantir une sécurité pour moi-même. Il s'agit donc de mettre fin à la violence continuelle et pour ça de rentrer dans la logique d'un pacte. Ce pacte ne peut fonctionner que si chacun renonce intégralement à sa liberté naturelle. Je cite Hobbes, je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à la condition que tu lui abandonnes ton droit de te gouverner toi-même, ceci au bénéfice d'un pouvoir que l'on va instituer au-delà du pacte social premier, qui va être une sorte de pacte de non-agression mutuelle. Il y a en effet dans la foulée création d'un pouvoir politique qui a pour fonction essentielle de veiller à ce que chacun respecte le pacte et qu'il n'y ait personne qui essaie d'en tirer bénéfice et de tirer bénéfice, on pourrait dire, d'une certaine naïveté possible des autres pour son avantage propre, et qui rentrerait dans une rupture du pacte. Et par conséquent, il va y avoir nécessité aussitôt d'un pouvoir qui veille sur la bonne tenue, si on peut dire, le bon respect de la parole donnée de la part de chacun des membres contractants. Alors, cette construction, elle repose bien entendu sur une réciprocité stricte, puisqu'il y a égalité naturelle, chacun s'engage à égalité, il n'y a pas de différence au niveau de l'engagement, et la construction, si on peut ainsi dire, fonctionne souvent sur une base de réciprocité absolue totale. Je m'engage exactement à ce à quoi mon voisin s'engage, et réciproquement.
On a l'image à l'arrivée d'un tout en fait un peu mécanique, selon l'image, la métaphore un peu que donne la science de la nature de l'époque de Hobbes. L'époque de Hobbes, c'est le XVIIe siècle, le triomphe de la science cartésienne dans les sciences naturelles, et une science qui se veut mécanique, c'est-à-dire dans laquelle tous les blocs, on va dire, autrement dit dans le cadre politique, tous les individus vont se retenir mutuellement, se faire une sorte de peser contre-peser, d'action et de réaction, comme dira ensuite Newton, qui maintient le tout en équilibre, en tout cas qui est censé le maintenir en équilibre. Bien, mais voilà, nécessité néanmoins d'un pouvoir fort pour que ceci subsiste de façon continuelle et dans la durée. Bien. Hobbes sait bien qu'un tout mécanique n'est pas une unité suffisante pour être viable, il faut sans doute une force qui chapeaute l'ensemble, et ça, c'est précisément le rôle du politique. Tel est le Dieu mortel, je cite Hobbes, qui est le Léviathan. Une métaphore biblique, le Léviathan dans la Bible, c'est un monstre qui, comme tout monstre, instille la peur. Le Léviathan comme pouvoir politique, comme désignation de ce qu'on appellera l'État, et va fonctionner également, principalement, sur la peur. La thèse fondamentale ici, c'est que ce pouvoir politique doit toujours être en mesure d'être plus puissant que n'importe quel groupe au sein de la société, de telle sorte que nul individu, nul groupe X ou Y soit assuré de pouvoir être dans l'impunité. Et que s'il déroge aux règles, s'il enfreint les lois, il soit toujours rattrapé et puni. De telle sorte que, avant même que la punition soit nécessaire, il y a un effet de peur préventive, puisqu'on sait que de toute façon on sera puni, on sera rattrapé par les services concrètement de police et de justice lorsqu'ils seront institués, eh bien on va s'auto-réfréner et éviter d'enfreindre les lois, les règles, pour éviter d'être puni. Bon. Alors, très bien, ça c'est le schéma qu'on a chez Hobbes, qui est connu, que j'ai rappelé ici de manière synthétique, pour finir en montrant qu'il y a dans ce raisonnement, dans cette construction théorique, une aporie qui est mortelle. L'aporie, en l'occurrence, c'est que l'homme de Hobbes passe du statut de maître absolu qu'il était, soi-disant, à état de nature, au statut d'esclave du Léviathan, auquel il n'a plus le droit de s'opposer, sauf la seule exception, la seule limite que met Hobbes à la toute puissance du pouvoir, c'est la mise en danger de ma propre existence. Si le Léviathan veut me tuer, voilà, veut s'en prendre à ma vie, j'ai le droit de résistance, de fuite. Également, si le Léviathan se révèle faible pour protéger des menées ou de la conquête d'un État étranger, j'ai le droit de passer du côté de l'ennemi, sans qu'il y ait ici pour Hobbes de problème d'ordre moral. La logique, c'est ici qu'on estimerait que le pacte est rompu. Le pacte avec le Léviathan, c'est abandon de la liberté contre la sécurité, contre la protection. Si il s'en prend à ma vie, manifestement, il ne me protège plus. S'il est impuissant à le faire parce que politiquement il est en crise ou il a telle ou telle raison qui fait qu'il se retrouve en position de faiblesse par rapport à un État étranger, il n'est plus capable d'assurer non plus la sécurité. Et ainsi, je peux considérer que le pacte est rompu, et le pacte étant rompu, ben, je retrouve une pleine et entière liberté, et je peux m'allier à un autre État ou essayer de fuir, si je ne suis capable, le pouvoir qui me pourchasse. Bien, mais en dehors de ces limites-là, qui sont des limites vraiment liées à la survie de l'individu, je n'ai aucun droit à m'opposer à la volonté de l'État, à la volonté du pouvoir politique. Et par conséquent, je deviens un quasi-esclave de ce pouvoir.
bien, on passe d'une liberté totale à la négation totale de la liberté, par rapport à la dialectique que j'évoquais en commençant. Eh bien, la position de Hobbes revient en fait à justement détruire la dialectique en détruisant l'un des deux termes. Alors ça, c'est précisément ce que vont récuser, refuser les auteurs qui suivront Hobbes. Bon, le premier à le faire, à refuser la conclusion de Hobbes, tout en acceptant l'essentiel des prémices, c'est l'une des principales figures de la pensée libérale, John Locke. Donc John Locke, qui né en 1632, meurt en 1704, publie assez tardivement, puisqu'il a dû s'exiler un temps en France notamment, et aux Pays-Bas aussi je crois, mais surtout en France, parce que le pouvoir anglais le pourchassait. Il revient en Angleterre lors de la Glorious Revolution, la Révolution glorieuse, qui met en place le régime parlementaire anglais en 1788-89, et il va publier alors ses ouvrages, dont des ouvrages essentiels dans l'histoire de la pensée politique, précisément en politique. Alors je ne vais pas trop développer la position de Locke, mais pour la résumer vraiment en quelques propositions, l'idée de Locke, c'est que, bien entendu, la conclusion de Hobbes est absolument intenable, puisque j'ai fait une opération de dupe, en quelque sorte, en me libérant d'un état de violence originel, d'un état de nature, qui certes est problématique, mais c'est pour me livrer pieds et poings liés entre les griffes d'un monstre. Il n'est pas du tout évident, il n'est pas du tout sûr que j'y gagne au change. Par conséquent, il faut à tout prix éviter la conclusion de Hobbes, et pour ça, Locke en fait va revoir, d'une part, un petit peu les termes de l'état de nature. Il va rajouter aux déterminations que donne Hobbes l'idée qu'il y a quand même une certaine loi naturelle, qui consiste simplement dans le fait que je ne dois pas agresser inutilement, de façon gratuite, mon prochain. Il y a une certaine retenue, on va dire, à avoir, une certaine, par conséquent, a priori, tendance plutôt pacifique quand même de l'être humain. L'état de nature comme état de guerre étant une sorte de dégénérescence chez Locke d'un état premier qui est pacifique. Une sorte d'état un peu d'âge d'or qui va dégénérer progressivement du fait de la croissance des inégalités économiques notamment, et qui dégénère en violence, mais avec une certaine loi morale qui subsisterait, donc qui est très vague, pas très forte, mais quand même. Tandis que chez Hobbes, comme je l'ai dit, il n'en avait absolument aucune. L'autre point que retravaille Locke, c'est les termes du contrat, en distinguant, je vais vraiment à l'essentiel, en distinguant entre la possession des droits et l'exercice des droits, et en mettant ainsi des conditions à la délégation du pouvoir à l'État, aux politiques. Alors, ce que ça veut dire, c'est la chose suivante, c'est comme chez Hobbes, le droit initial premier, qui pour l'essentiel se confond avec une liberté, se trouve dans l'individu, puisqu'on est dans une conception où seul l'individu est une donnée naturelle première. L'individu est le porteur des droits. Lorsqu'il va rentrer dans la vie sociale politique, il va devoir se dessaisir de ses droits, puisque la logique c'est de rentrer dans un compromis avec les autres, d'accepter par conséquent des lois communes, et par conséquent d'accepter d'être le maître absolu de sa destinée. Et puis, à nouveau, étant donné qu'il y a quand même propension à la violence, nécessité de créer un pouvoir qui y mette, sinon fin, en tout cas qui permette de gérer ceci, et par conséquent, délégation à ce pouvoir d'une partie du pouvoir que j'ai sur moi, d'une partie du droit que j'ai à me diriger moi-même. Sauf que chez Locke, cette aliénation, comme on dit, du droit individuel au bénéfice du pouvoir politique, elle est conditionnelle, elle est
pas une aliénation totale et définitive, comme c'était le cas chez Hobbes, au sens où l'individu conserve le droit. Et le droit, en fait, étant naturel, il est conçu comme inaliénable par Locke. Et il s'agit simplement que d'en déléguer l'exercice. Alors, derrière tout ça, ça peut paraître assez sophistique, parce que concrètement, ça ne changera pas forcément grand-chose, mais derrière ça, bien sûr, il y a toute la théorie libérale d'un État qui a une mission bien déterminée, et sa mission fondamentale étant précisément de protéger les droits des individus et de faire en sorte que ces droits subsistent le plus possible au sein de la société. Et au-delà de ça, sur un plan juridique, c'est toute la théorie de la constitution, de la constitutionnalité de l'État, c'est-à-dire de lois fondamentales qui organisent les pouvoirs publics et qui mettent des limites, un cadre aux prérogatives de l'État, cadre que s'il l'outrepasse, eh bien, ça rend son action illégitime et ça rend non seulement possible, non seulement en droit, mais ça en fait même presque un devoir chez Locke, un devoir de révolte contre l'État qui outrepasserait les limites que lui conférerait la Constitution, qui est la version juridique plus aménagée et plus élaborée de cette délégation initiale de droit, une délégation conditionnelle. Très bien. Autre auteur, je conclurai un petit peu sur les deux en même temps. Autre auteur qui va aussi réenvisager la question, c'est Rousseau. Et à nouveau, Rousseau, au XVIIIe siècle, va reprendre le schéma global de Hobbes et il va à son tour un petit peu redéfinir les conditions dans lesquelles les choses se jouent et se posent, mais avec un raisonnement d'ensemble qui est quand même donc analogue. Alors, les différences qu'introduit Rousseau, à son tour, par rapport à Hobbes, c'est que la nature humaine est conçue par lui, alors, initialement comme bonne, au sens où l'homme est doué d'une certaine pitié envers son semblable, il ne va pas lui faire de mal gratuitement, un petit peu un écho de ce qu'on avait chez Locke, et au-delà, il va porter spontanément à la violence envers son semblable. Donc il est bon en ce sens parce qu'il ignore le mal, il ignore la violence. Deuxième caractéristique essentielle de l'homme naturel selon Rousseau, ce que Rousseau appelle sa perfectibilité, le fait que la nature humaine, par conséquent, est conçue comme variable selon les circonstances. On arrive à, du coup, une certaine conception de l'homme comme un être libre, quand bien même il est à l'origine dénué de raison selon Rousseau, mais il est libre au sens où, précisément, il est capable d'évoluer, de se perfectionner, il n'est donc pas enfermé dans les limites de l'instinct comme l'animal. Bien, la raison apparaîtra après, elle est pour Rousseau le fruit de la socialisation, la première socialisation de l'homme étant accidentelle. Elle se fait selon les circonstances données. Rousseau essaie d'imaginer lesquelles, les catastrophes naturelles qui vont faire que les hommes se réunissent et commencent à devoir cohabiter ensemble dans un espace restreint et commencent à prendre l'habitude de cohabiter. Et ainsi se fait une première socialisation qui est en fait une socialisation qu'on peut dire empirique, qui est faite sans plan préétabli, sans conception préétablie, sur des bases déterminées au cas par cas, au jour le jour. Et le résultat étant que cette socialisation ainsi empirique est une socialisation ratée, c'est une socialisation mal faite, et qu'il va falloir la refaire de manière rationnelle. C'est très, très précisément la problématique du contrat social, comment déterminer les termes d'un contrat où les hommes, tout en vivant en société, demeurent aussi libres qu'ils l'étaient dans la nature. Autrement dit, il s'agit de déterminer une socialisation bien faite.
Bon, c'est une problématique qui est en fait très cartésienne dans sa logique. Il s'agit de déterminer de manière claire et distincte, aurait dit Descartes, les conditions d'une organisation sociale optimale. Et ne surtout pas s'appuyer sur l'existence, sur la tradition, sur ce qui est d'ordre empirique, qui là est a priori quelque chose de mal fait. Bien. Alors incidemment, c'est là où Rousseau devient intéressant, cette refonte de l'ordre social, ou cette fondation sur des bases vraiment rationnelles, suppose de refaire l'homme. Rousseau a, on peut dire, une perception aiguë de l'aporie de Hobbes, un peu comme Locke, mais enfin, c'est un côté différent, et c'est peut-être plus aigu encore, puisque cette contradiction, cette aporie, ça revient à dire en fait qu'il est contradictoire de faire une société avec un individu asocial. Bon, ça revient à ça. Et ça, Rousseau le perçoit tout à fait. Quand Locke était plutôt dans une sorte de démarche de compromis, qui est typique de la pensée libérale, Rousseau, à son tour, comme Hobbes, est lui un radical. Et puisqu'il est contradictoire de faire une société avec un individu asocial, eh bien, il faut, en quelque sorte, changer la nature humaine. Je cite Rousseau, dans le contrat social. Je peux le citer de façon un peu plus développée. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se tenir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. C'est dans le contrat social, livre 2, chapitre 7, dans le chapitre sur le législateur. Alors, bien entendu, un des passages majeurs que pose cette citation, un des problèmes majeurs que pose cette citation, ce passage, c'est celui de l'interprétation pratique qu'il convient de faire des pour ainsi dire et en quelque sorte. Il s'agit, pour ainsi dire, de changer la nature humaine. Autrement dit, il ne s'agit pas de la changer au sens propre, mais ça veut dire quoi précisément? Il s'agit, cet individu refait, redéfini, reçoive en quelque sorte sa vie et son être de la société politique. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Il reçoit en quelque sorte. Est-ce que c'est à prendre au sens métaphorique ou au pied de la lettre? Et au passage, on peut noter que Rousseau, consciemment ou non, j'avoue que je l'ignore, je n'ai jamais trouvé de commentateur qui précise ce point, peut-être qu'il faudrait que j'approfondisse aussi mes recherches, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas trouvé. Rousseau, consciemment ou non, parodie Saint Paul dans son discours à l'Aréopage, dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il dit, Saint Paul, qu'en la divinité, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Actes des Apôtres 17-28. Rousseau, il dit, voilà, cet individu doit recevoir en quelque sorte sa vie et son être de la société politique. Bon, il manque le mouvement, enfin, la vie et l'être, c'est déjà pas négligeable, et c'est exactement presque la même formulation. Alors c'est pas inintéressant la métaphore qui est peut-être vraiment inconsciente puisqu'elle s'attendrait à une certaine divinisation de la société si on prend la métaphore un petit peu au sérieux ou cette sorte de parodie de Saint Paul par Rousseau. L'État, la société politique serait une sorte de Dieu, un Dieu sur lequel nous serions comme hantés, recevant une nouvelle existence. Bon, l'opération est sans doute difficile à se représenter. En fait, le modèle de Rousseau semble être celui de la synthèse chimique. On ignore souvent que Rousseau a écrit un ouvrage de chimie. La chimie de son époque, c'est encore la chimie antérieure à celle de Lavoisier, mais il y a beaucoup de travaux en chimie au XVIIIe siècle, et Rousseau a écrit un ouvrage sur la question. Et il y a déjà cette idée quand même d'une synthèse chimique, c'est-à-dire qu'à partir d'éléments épars, on peut arriver à faire ce qu'on appelle de fait une synthèse, c'est-à-dire un corps qui soit radicalement nouveau. Bon, c'est sans doute l'image qui sous-tend un peu l'opération mystérieuse que s'efforce de décrire Rousseau.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que la condition d'une socialisation réussie est la destruction de la liberté naturelle. Autrement dit, une socialisation absolue de l'homme. D'où le fait que Rousseau est à juste titre perçu comme le précurseur des théories socialistes, voire des totalitarismes qui s'en suivront. Le thème marxiste de l'homme nouveau, déjà le thème révolutionnaire de la régénération de l'homme, le thème marxiste de l'homme nouveau, aussi une forme de régénération, et bien entendu dans la droite ligne de la pensée de Rousseau. Et là aussi, on peut difficilement s'empêcher d'y voir une sorte de parodie, sans doute plus inconsciente que véritablement consciente, de la foi chrétienne, et là encore de Saint Paul, lorsqu'il prêche l'homme nouveau dans le Christ. Bien, à nouveau, cette dialectique, elle se révèle par conséquent instable, et la liberté dont on fait le principe même de l'homme, en fin de compte, est impensable et doit s'effacer. Alors, Hobbes et Rousseau sont des radicaux, c'est leur intérêt, leur importance tant philosophique que historique. Mais c'est en même temps leur limite. C'est une pensée de l'excès. D'où le fait que la pensée dominante, ça va précisément être, malgré le succès des pensées de gauche, des pensées socialistes, voire anarchistes, malgré tout, la pensée dominante à l'époque moderne reste la pensée libérale. Et celle, par conséquent, qui s'inscrit dans la continuité de la pensée de Locke. Alors, cette pensée libérale, c'est une pensée, en effet, de la modération, une pensée du compromis. Bon, j'ai dit que Locke s'inscrit tout à fait dans la lignée, dans le cadre de la pensée de Hobbes. La distinction qu'il opère entre possession et exercice des droits, la limitation de la souveraineté du pouvoir, qu'il conçoit ensuite à travers le thème de la Constitution, ceci étant au principe de ce qu'on a appelé la souveraineté populaire, puisque selon Locke, le droit restant dans les individus, par conséquent dans le peuple. Voilà, on a bien sûr là la matrice de cette théorie de la souveraineté populaire qui veut que, bien que l'exercice concret du pouvoir soit confié aux politiques et soit effectivement exercé par le gouvernement, l'État, bref, les structures de pouvoir, la théorie veut que le principe même du pouvoir subsiste dans le peuple lui-même. Alors, cette pensée libérale, voilà, c'est une pensée de la limite et de la limitation. C'est la définition politique de la liberté individuelle et des droits, celle de l'article 4 de la Déclaration de 89. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est le fameux leitmotiv, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est la conception d'un pouvoir qui nécessite d'être arrêté, selon les conceptions propres à Montesquieu, mais qui vont être très largement reprises par toute la tradition libérale. Montesquieu étant lui-même, bien sûr, un représentant de la pensée libérale. La thèse de Montesquieu, c'est que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et que si on laisse un pouvoir faire sans justement contre-pouvoir, sans limite qui lui soit donnée, et bien ce pouvoir va tendre à être envahissant, à tout prendre. Et par conséquent, il faut précisément lui mettre une digue, un point d'arrêt. Et comme seul le pouvoir arrête le pouvoir, eh bien, il faut diviser ce pouvoir en différentes formes de pouvoir, en différents types de pouvoir, et ainsi arrêter le pouvoir par un contre-pouvoir qui va s'exercer en sens inverse. Telle est à peu près l'image, là aussi, de type mécanique, qui sous-tend la conception de Montesquieu, une sorte de poussée contre-poussée, d'action et de réaction. Bon, alors la limite de cette conception libérale, dont on comprend qu'elle est plus dominée, parce qu'en effet, elle est une pensée du compromis, elle est une pensée qui par conséquent est souple, qui va permettre différents modèles, différents types d'organisation concrète, beaucoup plus que ne le permettrait la conception d'un Rousseau, sans doute.
Et puis, une pensée de la modération, qui semble être une pensée un peu du juste milieu, du bon sens. Bon, on a toujours dit que Locke était un penseur modéré. On évite les trop grands extrêmes. On comprend pour toutes ces raisons que la pensée libérale est dominante. Mais elle-même n'est pas indemne d'une aporie qui est aussi en son cœur. Et cette aporie, c'est que la limitation du pouvoir est toujours en fait extrinsèque. De soi, la liberté est conçue comme illimitée, et elle ne peut que l'être, étant sans finalité naturelle. Elle n'est pas ordonnée à un bien qui serait naturellement déterminé. Elle est par conséquent l'expression d'un désir qui est de soi illimité. Et le pouvoir n'est en fait que la traduction de la liberté dans les rapports entre personnes, quand c'est le pouvoir personnel, ou l'analogue au niveau politique. Bon, le fait qu'on conçoive la politique comme un transfert du pouvoir individuel au niveau de l'État ou des structures de pouvoir dit bien que dans cette conception, c'est le même pouvoir, fondamentalement. On change d'échelle, on change de type d'organisation sans doute, mais fondamentalement, le pouvoir n'est pas différent. Et ce pouvoir étant naturellement illimité en individu, on ne voit pas comment il ne serait pas naturellement illimité au niveau du politique, si vraiment c'est le même. Bien, par conséquent, ces deux pouvoirs ne peuvent donc être qu'endigués, mais c'est un arrêt qui est extrinsèque, qui n'est pas structurellement présent dans le pouvoir même, qui n'est pas structurant du pouvoir lui-même. En clair, le libéralisme, c'est une pensée du compromis, je l'ai dit, mais c'est une pensée d'un compromis qui est instable. Et de fait, la traduction historique du libéralisme, après la Révolution, elle est plurielle, à coup sûr, mais la traduction quand même majeure, c'est le conservatisme, lequel, en fait, va consister essentiellement à tempérer le progressisme par une attention portée aux traditions. Le traducteur de Guizot, que je citais tout à l'heure, en donne une bonne définition de ce conservatisme comme étant une pensée qui s'efforce d'assurer la continuité à travers l'histoire, mais qui en même temps est attentive en effet au progrès, ne veut pas être une pensée on va dire figée, d'un point de vue, disons, c'est un point de vue ici un petit peu péjoratif. C'est une pensée qui est progressiste, mais d'un progressisme, on va dire, modéré, à vitesse lente, progressif. On joue un petit peu sur le progressisme progressif, c'est une sorte de pléonasme, mais à travers ça, on peut exprimer le fait que c'est graduel, que c'est vraiment par opposition à des personnes qui sont pressées d'aller au but et qui veulent prendre les raccourcis, donc les courants plus radicaux. Bien, ce modérantisme, ce conservatisme, comme historiquement s'est présenté majoritairement le libéralisme, ce modérantisme s'accompagne presque inévitablement du recours à une oligarchie dirigeante. Là encore, vous voyez, ce traducteur anglais de Guizot exprime ça de manière quasi parfaite, puisque la politique doit conduire à un rythme apaisé la société sur la voie du progrès. Elle doit pour cela se reposer sur les personnes les plus à même d'assurer cette conduite. Et les personnes les plus à même, ce sont la petite minorité éclairée qui va être capable de guider la masse, la majorité de la population sur les voies du progrès. Ceci, ça se traduit par l'apologie du gouvernement représentatif par Guizot, lequel est censé réussir la synthèse de la liberté et de l'ordre. Bon, cette dialectique que Guizot exprime de façon parfaitement claire. Historiquement, c'est le vote censitaire en France, donc, qui réunit à la fois la dimension oligarchique et la dimension représentative.
vote censitaire, c'était pour élire bien sûr les représentants au Parlement, et en même temps, c'était censitaire, par conséquent, seuls les plus riches avaient droit de vote. Bon, c'est l'incarnation type, bien sûr, c'est la monarchie de Juillet. Or, la monarchie de Juillet est aussi intéressant pour la France, puisque on voit bien que, historiquement, ça a été un compromis en effet instable, puisque au bout de 18 ans de pouvoir, eh bien, Louis-Philippe, a à son tour évolué vers toujours plus d'autoritarisme, toujours plus pouvoir toujours plus autocratique, ce serait trop dire sans doute, mais ça tendait un petit peu vers ça, pour tout simplement parce que arriver à maintenir un certain ordre, en fait, ce n'était pas possible si il n'y avait pas en effet une autorité de plus en plus affirmée, de plus en plus forte. Autrement dit, ce que je veux dire à travers ça, c'est que cette sorte de compromis, c'est précisément un compromis instable et qui, livré à lui-même, conduit presque inévitablement à une forme de désordre. Il va appeler inévitablement une certaine autorité forte. Bien. Alors, au-delà, ce régime de compromis, qui est le régime libéral, va jouer une partie importante sur la question de l'éducation. Et on comprend l'importance de l'éducation dans la politique moderne, parce qu'elle est une condition pour une éventuelle démocratisation du vote, c'est-à-dire que si on veut élargir davantage l'assise du vote, il va falloir que davantage de personnes adhèrent au système en place, et ça va passer notamment par le rôle de l'éducation, dont la fonction première sera en fait idéologique, c'est-à-dire sera d'amener le plus grand nombre à l'adhésion au régime en place. Bien. Alors ce libéralisme, pour terminer, il a bien entendu certaines forces, s'il s'est maintenu jusqu'à présent depuis au moins 2 bons siècles, voire davantage même en Angleterre, 2 siècles maintenant au moins en France, il a bien entendu quand même certaines forces. Ces forces, je crois, sa force principale, c'est de mimer les conceptions politiques des Grecs. La souveraineté populaire, censée exercer un droit de contrôle sur le pouvoir, qui doit respecter les droits du peuple, des individus, c'est une sorte de transposition du bien commun. Bon, c'est fondamentalement très différent, mais ça peut y ressembler. Puisque ce bien commun, c'est quand même l'idée que le pouvoir politique doit faire le bien de la communauté. Bon. Si le pouvoir, dans le libéralisme, doit respecter les droits, ça peut bien sûr y ressembler. La modération libérale, ça peut mimer le juste milieu, vertueux, cher à Aristote. La division du pouvoir, ça mime l'exercice juste du pouvoir. La liberté économique et la liberté d'expression miment les libertés civiles et politiques des anciens. Le libéralisme, on pourrait dire, pour ceux qui sont de ma génération, que c'est une politique à la Dadaï, selon cette ancienne publicité, pour une boisson qui ressemble à l'alcool, mais qui n'en est pas. Son aporie ultime, c'est en fin de compte qu'il repose sur un agnosticisme concernant la vérité et la justice. Cet agnosticisme, le fait que justice et vérité soient inconnus dans leur fondement même, dans leur propriété profonde, c'est la condition sine qua non imposée par les fondements théoriques du libéralisme, par la théorie du contrat social et la liberté individuelle, laquelle suppose l'équivalence de toutes les opinions et par conséquent le relativisme. Par suite, le libéralisme ne peut exister sans la négation de la loi naturelle et sans le relativisme moral. Il suppose encore qu'il faille faire taire les instances susceptibles de refuser un tel relativisme moral. L'opposition typiquement à l'Église est inscrite dans les principes. Et non seulement ce relativisme consacre à nouveau l'instabilité intrinsèque du libéralisme, mais en outre, il signifie que le libéralisme ne peut à son tour que tendre, ainsi que je le disais, à l'autoritarisme, pour ne pas dire plus. On ne conjure pas aussi aisément les démons de Hobbes et de Rousseau. Sont inscrits dans les principes du libéralisme le refus de toute transcendance,
en même temps que l'utilitarisme que l'on avait déjà chez Hobbes, et sont inscrits inévitablement le fait que la cohésion ultime de l'ordre social va reposer sur un pouvoir qui impose cette cohésion par la force. Face à cela, et pour conclure pour aujourd'hui, le temps vient de conclure, face à cela, deux attitudes. Le refus radical de la pensée contre-révolutionnaire ou l'accommodement. Ces deux attitudes dessinent le spectre de la pensée dite de droite en général, du point de vue historique, de la pensée chrétienne et ecclésiale en particulier, au XIXe et au XXe siècle. Et c'est donc ce que je me propose d'étudier et ce sur quoi je me propose de revenir la fois prochaine. Je vous remercie.